Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet enregistrement je vais vous parler d'un article qui a été écrit, c'est une interview que j'ai faite d'Amélie qui est en fait une artiste peintre à qui j'ai acheté un tableau et donc qui est une artiste peintre professionnelle. Et dans cette interview justement je lui demande un petit peu comment on arrive en fait en 2018 à vivre de son art. Parce qu'en fait j'avais interviewé Amélie je l'avais rencontrée en fait en 2008 et on avait fait une interview, je crois que c'était en 2013 ou quelque chose comme ça. Et donc là en fait on fait un petit peu un retour en arrière et puis on passe un petit peu de ce qui se passe en fait en 2018 par rapport à il y a quelques années. En fait, donc Amélie est artiste peintre depuis 2007 et elle vit en Angleterre et donc je trouve ces toiles qui sont très jolies. J'en ai d'ailleurs acheté une peinture personnalisée de ma fille qu'elle a réalisée à partir de photos. Alors donc entrepreneur, ou ce qu'elle dit c'est artopreneur. Artopreneur c'est quelqu'un qui est un entrepreneur avec une fibre artistique, hein. C'est vraiment une personne créative qui ose avec la tête, donc une action, qui crée avec son cœur, de la passion, et qui s'investit avec ses tripes parce qu'en fait elle a une intuition et elle aime ce qu'elle fait. Voilà. Donc là l'entrepreneur, comment on peut y arriver? Et surtout en fait que souvent le problème des artistes c'est qu'ils ont vraiment du mal avec la relation avec l'argent et c'est compliqué en fait pour eux de faire du marketing, de se vendre, etc. Alors donc elle m'a donné en fait une interview dans laquelle je lui ai posé plusieurs questions. La première c'était quels sont les 7 signes qui montrent qu'un artiste est un entrepreneur. Le premier en fait c'est l'autonomie. L'autonomie en fait c'est important de pouvoir travailler seul puisqu'en fait quand on est un artiste on peut pas avoir une équipe derrière. C'est pas comme un blogueur comme moi qui peut avoir des gens qui font de la correction orthographe, qui font des images, qui font des photos, etc. Donc souvent en fait on est un peu solo et donc il faut savoir faire pas mal de choses. Le petit plus par contre, ce que nous dit Amélie, c'est d'avoir un mentor, c'est-à-dire une personne plus expérimentée que vous, qui peut discuter en fait entre professionnels. Généralement c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé, etc. Qui peut vous expliquer sur les règles formelles et informelles. Et c'est vrai que ça c'est valable partout. Par exemple dans le blogging, moi j'ai plusieurs personnes avec qui je discute régulièrement. Alors c'est pas forcément des mentors, mais c'est des gens avec qui j'aime bien discuter, qui me permettent de me rebooster, de remotiver quand parfois en fait on a des petits coups de blues ou alors on est un peu dans le train-train habituel, etc. C'est un petit peu ce que fait Tim Ferriss. En fait, Tim Ferriss, dans son livre La semaine de 4 heures, il est pote avec un gars qui est entrepreneur aussi, qui a du succès comme lui, et parfois ils se rencontrent et puis ils discutent ensemble et puis ils disent attention, tu commences à devenir ce vieux mec dans sa décapotable avec son gros bide. Et donc en fait c'est toujours intéressant comme ça d'avoir quelqu'un qui te donne un coup de pied au cul, qui te prend qui t'aide à prendre du recul. Je connais également un blogueur qui est podcasteur, qui est également qui fait appel à un mentor. En fait, son mentor c'est le DG en fait d'une très grosse boîte internationale qui a pris sa retraite à peine 50 et quelques années après avoir monté des filiales de toutes pièces, etc. Donc il a pris sa retraite, une retraite dorée. Et c'est vrai que le gars que je connais qui est donc podcasteur et blogueur, souvent il appelle ce gars-là au téléphone, ils discutent ensemble, ce gars-là lui donne un petit peu des coups de pied au cul de temps en temps. Et voilà. Moi en fait avec cette personne là qui est coach commercial et podcasteur, etc. Et en fait aussi on s'est pas mis en fait un programme de mentorat avec un mentor, mais en fait ce qui se passe c'est que de temps en temps on s'appelle au téléphone et on se donne comme ça des petits rendez-vous réguliers, puis on se donne un petit rendez-vous sur qu'est-ce que tu as fait, où t'en es, on se pose des questions ensemble et c'est toujours intéressant parce que on n'est pas concurrent et on arrive comme ça un petit peu à faire évoluer les choses. Lui il est très au fait des dernières innovations, il a été à Chiang Mai, la mecque Chiang Mai, hein, la mecque des blogueurs en Asie, et c'est vrai qu'il est très au fait de tous ces derniers trucs, ces dernières modes. Par contre il a un problème sur l'action. Et c'est vrai que moi au contraire je me tiens pas au courant de tout le temps des dernières modes, mais par contre je suis très dans l'action et en cela en fait on est vraiment complémentaires et on s'aide régulièrement. Voilà. La deuxième chose qu'elle indiquait, hein, Amélie cette fois, on revient sur cultiver sa passion. Un artiste doit se poser continuellement des questions sur son art, son activité, son marché. Ça c'est vrai aussi pour n'importe quel blogueur. Le blogging ou le marketing évolue tellement vite qu'il faut absolument toujours se tenir au courant. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, puisqu'en fait il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent et si on ne se tient pas au courant on peut vite se faire dépasser sur le web. Je dis toujours une année vaut une année de chien, c'est une année vaut 3 fois une année correcte. En un mois il peut se passer plus de choses qu'en 3 mois, voire en 6 mois dans la vie réelle. Voilà.
Donc il faut aussi pas mettre ses émotions, sa passion, parce qu'en fait il faut aussi prendre plaisir, parce qu'on prend du temps. Sans plaisir, c'est vrai que le métier artistique s'abandonne très très vite. Un autre point, c'est avoir de l'ambition. Alors, avoir de l'ambition, c'est pas avoir les dents qui rayent le parquet, hein. Avoir de l'ambition, c'est dire ouais, je sais où je veux aller, je sais que je peux faire mieux, et c'est se fixer en fait des objectifs ambitieux. C'est-à-dire, je vais pas juste me contenter d'être un petit artiste méconnu. Je vais essayer de me faire connaître dans toute la France. Je vais essayer de me donner une dimension, une visibilité en fait internationale. Je vais pas juste faire un blog par exemple en français, je vais faire un blog en anglais. L'ambition, c'est pas je vais vendre mes toiles pas cher, je vais essayer d'augmenter le prix, etc. Donc l'ambition, c'est ça qui est important. Donc savoir présenter son art et soi-même avec conviction, ça c'est quelque chose qui est important. Moi en fait je le vois également dans le marketing, hein. Quand on croit à ce qu'on fait, les gens tout de suite ont envie de vous croire. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une interview avec Olivier Monteux de Social Media Proof, et on a parlé pendant 1 heure de marketing dans son podcast, et en fait ça a été vraiment quelque chose de vraiment très intéressant, parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé? Les gens après m'ont envoyé un mail, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté sur LinkedIn et qui m'ont dit waouh, j'ai adoré ton interview, t'es vraiment passionné, tu crois en ce que tu dis, c'est vraiment intéressant comme astuce, etc., etc. Tout simplement parce que on aime ce qu'on fait, on a de la conviction, et c'est vraiment important d'avoir de la conviction, parce que plus que les paroles, c'est la manière de dire qui compte. Donc même si vous faites du marketing, vous faites de la vente, vous devez aussi parler avec conviction. Donc être persévérant et ne pas craindre les obstacles critiques, hein. On dit toujours que l'expérience, qu'est-ce que c'est? L'expérience, c'est une accumulation d'erreurs et avec lesquelles on a su se relever. Donc en fait, il faut être persévérant, il ne faut pas s'arrêter au premier problème. C'est comme dit Amélie, hein, l'un des atouts principaux d'un artiste, c'est de surmonter les périodes de doute et de turbulence, se fixer des objectifs et permettre de faire des compromis et des choix. Tout simplement parce que on ne peut pas tout gérer tout le temps, il faut savoir où vraiment porter ses efforts. Parfois en fait, faut pas non plus être trop, faut être assez assertif, hein, faut pas savoir se laisser porter par le courant, mais parfois il faut prendre des décisions, il faut prendre des choses, parce que si on se laisse porter par le courant et si à chaque fois, le premier obstacle on dit non, et qu'est-ce qui va se passer? On va pas avancer suffisamment. Je vous donne un exemple. Moi, en fait, au début, quand j'ai commencé ma carrière dans plusieurs entreprises, au début, en fait, qu'est-ce que je faisais? J'avais un peu tendance, à la première fois qu'on me disait non, de dire non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas ci, non, j'ai pas ça. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, je partais tout penaud, me disant waouh, non, désolé, le gars m'a dit non. Et après, j'allais voir mon boss, Henri, il me disait bien non, mais il faut pas juste dire non comme ça. Attends, il faut trouver une autre solution. Il t'a dit non pour ça, mais est-ce que si on fait ça et on fait ça, est-ce que ça change? Est-ce que si on fait ça, est-ce que ça change? Et en fait, en allant rediscuter avec la personne, en expliquant le pourquoi, le comment, etc., bam, on arrive en fait à finalement à accepter, puisqu'en fait, souvent les personnes vous disent oui, ou alors ça aussi, ça arrive souvent. Moi, je l'ai remarqué. Il y a des personnes en fait qui sont très gentilles, qui à chaque fois, de toute façon, on sait très bien que c'est pas lui qui va gueuler. Et c'est souvent les personnes qui gueulent le plus, les gens les plus chiants, qui obtiennent le plus de choses. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut être persévérant. Il ne faut pas se laisser avoir au non. Il ne faut pas non plus être complètement, obtus et te dire non, je veux. Il faut essayer de comprendre, expliquer. Et parfois, en fait, en faisant un effort, en expliquant ok, mais tu peux pas ça, mais est-ce que tu peux ça, etc., etc., en proposant des scénarios alternatifs qui ne sont pas en fait dans l'agression, hein, qui sont parfois dans l'assertivité, dans l'argumentaire, etc., on arrive à faire des trucs qui sont très 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 sympas. Voilà. Et qui permettent en fait finalement de ne pas se laisser avoir au premier non. Donc être conscient entre les délais, entre l'idée et la réalisation. En fait, ça c'est vraiment quelque chose que l'on voit chez les artistes et que l'on voit partout aussi dans le marketing. C'est qu'en fait, souvent, on se dit, ok, ça je vais le réaliser en très peu de temps. Et hop, on se dit, tiens, je le fais. Là, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une personne qui voulait devenir community manager et qui me disait, voilà, il y a une entreprise qui m'a demandé de l'aider pour faire du community management pour sa page Facebook. Elle m'a demandé de faire ci, de faire ci, de faire ça. Et elle me disait, mais comment j'arriverai un petit peu à savoir combien facturer, combien de temps ça va me prendre? C'est des choses qu'elle connaissait pas, qu'elle n'avait pas l'habitude. Je dis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas détailler. Plus tu détailleras et le détail de toutes les actions, plus tu arriveras en fait à avoir une estimation plus précise. Alors je dis, ok. Et ils t'ont demandé de quoi? D'écrire des articles de blog. Ok, qu'est-ce que tu as? Tu as une liste de mots-clés au départ. D'accord. Tu as une liste de mots-clés, donc tu as quoi? Tu as un quart d'heure pour trouver le titre du mot-clé ou le sujet. Ensuite, tu as quoi? 1 heure ou 2 pour écrire l'article. Ensuite, tu as les illustrations. Ensuite, tu as la mise en page. Ensuite, tu as la relecture. Tu as la vérification pour le client. Tu as la deuxième relecture par le client. Tu as la mise en ligne. Tu as la promotion.
promotion, etc. Et donc à chaque fois tu cumules tous ces petits temps là et à chaque fois tu rajoutes 25%. Alors pourquoi je disais faut toujours rajouter 25%? Parce que à chaque fois on a tendance à sous-estimer le temps que l'on va mettre à réaliser une tâche. Donc en mettant 25% de plus, généralement on arrive à équilibrer. Si vous êtes dans le domaine informatique, alors à ce moment-là, c'est pas 50% de tâches en plus, c'est 100%. Moi, je le sais d'expérience, quand quelqu'un vous dit ok, ce développement, je vais le faire en une semaine, comptez le double, comptez 2 semaines. C'est quasiment systématiquement comme cela que ça fonctionne. Il y a toujours en fait un temps qui est beaucoup plus important. Pour un artiste, c'est pareil. Émilie disait voilà, une artiste consiste à fixer des délais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la loi de Murphy ou une loi comme ça. C'est que si on se dit pas je dois finir le truc pour telle date avec une deadline, et ben en fait on n'arrive pas à avancer, on cherchera toujours à trouver le perfectionnisme, toujours à essayer de faire mieux et on restera sur le début. Alors que si on se dit à telle date je dois faire ci, à telle date je dois faire ça, ou alors se dire de toute façon je dois le finir pour mardi, et à ce moment-là comme vous avez juste mardi pour le faire, vous arriverez à le faire dans des petits délais. Je vous donne un exemple. En fait j'avais une démonstration à faire ce matin. Donc j'avais une démonstration d'un logiciel à faire ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait ma présentation PowerPoint hier soir. Et donc, comme je savais que j'avais juste le temps, j'ai fait juste la présentation là. Et après, je savais qu'il me restait 1 heure pour finaliser le petit script de démo. Et donc, en fait, j'ai limité un petit peu ce que je voulais faire. J'étais un petit peu moins ambitieux. Et en ayant vraiment un timing très très limité, j'ai réussi à faire un truc qui a été très bien en très peu de temps. Donc parfois, en fait, faut faire ce qu'on appelle du time boxing. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'accorder un temps vraiment limite pour faire une tâche et on va pas s'accorder trop de temps. Dire voilà, je me donne 1 heure pour faire ci, je ne donne pas 2 heures, je ne donne pas 3 heures, mais je donne 1 heure pour le faire. À la rigueur, je peux dépasser un tout petit peu, mais voilà quoi, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Un autre élément qui est important lorsqu'on est artiste et qu'on va devenir pro, c'est savoir apprendre de nouvelles choses, ne pas rester en fait sur ses acquis, à la fois au niveau artistique, puisque en fait un art, des techniques, des outils évoluent régulièrement. Et c'est vrai qu'Amélie le montre souvent dans à son blog sur le métier d'artiste, qu'il y a de nouvelles techniques, par exemple pour créer des nouvelles étiquettes, des nouvelles techniques de peinture, etc. Donc il faut toujours apprendre un peu, mais c'est également apprendre en dehors de son métier d'artiste et se tenir au courant de ce qui se passe dans des nouvelles compétences sur le web marketing, la vidéo et tout ça. Ce qui est intéressant de voir, bien sûr, c'est les échanges dont on a parlé, mais également les groupes Facebook sur les artistes peintres, les rencontres physiques, ça apprend vraiment beaucoup de choses. Et également au niveau marketing, moi souvent c'est en discutant avec d'autres marketeurs, c'est en regardant d'autres webconférences, c'est en lisant des bouquins, c'est en assistant à des trucs en anglais, en achetant des formations vidéo en anglais, en français. C'est là en fait que j'apprends des choses encore. En fait, le monde évolue énormément. Je pense qu'il a plus évolué dans les dernières années au niveau du marketing que dans les 10 ou 15 ans précédentes. Et donc, au niveau des artistes, c'est pareil. Il faut être au fait des nouvelles technologies et savoir qu'est-ce qu'on peut exploiter. Donc il faut savoir donc mettre cette casquette artiste et cette casquette entrepreneur web marketeur, et si on veut devenir vraiment un artiste indépendant, il faut savoir un petit peu gérer sa créativité. Alors bien entendu, vous me direz, il y a des artistes comme par exemple Picasso qui n'ont jamais été des entrepreneurs, qui ont juste été des artistes libres de leur art, etc. Oui, c'est vrai, mais ils avaient aussi des gens qui étaient là pour vendre. Vous avez des gens comme Dali qui étaient beaucoup plus aussi terre à terre et qui ont réussi grâce à une bonne communication, un bon marketing, à se faire remarquer. Donc en fait, il n'y a pas qu'un seul moyen de réussir dans la vie, il y en a des dizaines, donc c'est pas forcément le fait d'être entrepreneur, d'être comptable et en même temps artiste, ce qui est vraiment antinomique, qui serait le plus important. Mais en tout cas, vous avez déjà des idées. J'aime bien aussi une petite astuce que donne Amélie au niveau de tout ce qui est créativité, et procrastination et motivation. Moi je dis toujours que la motivation c'est quelque chose qu'on a en quantité limitée. Malheureusement en fait quand on n'arrive pas, quand on est fatigué, quand on a des problèmes, etc., le moral en fait diminue et puis on arrive à faire de moins en moins de choses. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, vous avez le stamina, quand le stamina, le moral en fait diminue, vous êtes raplapla, vous n'arrivez plus à rien faire. Et ça a été prouvé aussi au niveau de l'armée. Par exemple
vous aviez une section, je ne sais pas si vous avez regardé Band of Brothers, qui était en fait une série télé américaine qui racontait en fait l'histoire de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'était une histoire qui est tirée d'histoire vraie. Et ce qui était intéressant de noter, c'est qu'en fait, cette section avait un taux de combativité, de succès, etc., qui était largement supérieur à la moyenne. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un esprit de corps qui était supérieur à la moyenne. Parce qu'en fait, lors de leur classe, quand ils ont été formés par le sergent Stobel, alors c'est le mec qui a joué dans Friends, je ne sais plus comment il s'appelle, qui les avait vraiment fait chier, et ça avait en fait mis en fait un esprit de camaraderie, de solidarité, etc., qui a fait que les gens étaient après, dans la section, étaient vraiment prêts à se soutenir, etc. Et ils avaient un esprit de combativité aussi, et l'esprit de combativité en fait était vraiment, vraiment fort au départ, et puis après il s'émousse un peu, les gens font un peu plus attention parce qu'il y a eu des morts, etc. Et il y a un épisode comme ça qui est intéressant, où ils expliquent en fait comment ils ont attaqué en fait une position avec des soldats allemands. Et en fait, ils expliquent que voilà, on est monté dans un arbre, on a fait ci, on a fait ça, et des dizaines d'années plus tard, les mêmes soldats font un petit peu une remarque derrière et disent non mais on était complètement fous d'avoir fait ça, avoir attaqué et s'être mis dans un arbre, etc. On l'aurait jamais fait, mais c'est parce qu'on était un petit peu jeunes, on était inconscients et on était hyper motivés, etc. Donc tout ça pour vous dire que il faut garder cet esprit un petit peu délirant, il faut garder sa motivation, et donc une bonne astuce, j'y reviens, j'ai un petit peu digressé. Donc en fait, Amélie offre une très très bonne idée. C'est en fait pour garder sa motivation, elle a un cahier en fait. C'est un cahier où elle met en fait 10 minutes avant de se coucher, du lundi au vendredi. Elle note dans un carnet 5 choses positives qui sont intervenues dans la journée. Des sentiments de réussite que vous avez eu, par exemple réussir une toile, mettre en place un truc, etc. Mettre un commentaire, une petite victoire qui peut être personnelle, qui peut être professionnelle, qui fait en fait que vous allez avoir une journée où vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien, et vous allez vous coucher avec un sentiment en fait d'avoir réalisé quelque chose, et vous verrez qu'en fait votre optimisme va véritablement décoller et vous allez positiver, et ça c'est vraiment important, et ça permet tout de suite de remonter. Alors donc je vous conseille de faire ça, faites ce petit exercice qui est vraiment intéressant, et vous allez voir, ça va vous changer un petit peu les choses. Autrement, en fait, j'ai posé une question à Émilie sur le fait que les artistes maintenant doivent être capables de faire eux-mêmes leur communication, et puis en fait se contenter d'être juste peintre, mais savoir après faire leur promotion. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est que Amélie a partagé en fait sa méthode d'organisation. Comme je disais, elle a tâtonné un petit peu avant de trouver ce qui a été le plus efficace. À un moment donné, comme elle disait, elle travaillait en méthode 50-50. Dans une même journée, en fait, elle passait le matin à la communication et l'après-midi à peindre ou à dessiner. Or, en fait, elle s'est rendue compte que c'est pas efficace, et je comprends tout à fait ça, et je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'en fait, je passais une journée complète à faire de la communication ou à faire les tableaux sont beaucoup plus positifs que passer une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là. Maintenant, elle a choisi une autre organisation. Elle fonctionne 3 jours pleins à la peinture et 2 jours à la communication, à la rédaction d'articles. Et en fait, elle se laisse des plages horaires de rituels pour se dépenser, vider, faire du sport, etc., etc. Donc c'est donc important de faire en fait ces petits moments où on va pas créer, où on se force pas, mais on va se libérer un peu. On va par exemple marcher et laisser son cerveau créatif un petit peu sortir de son esprit rigoureux en fait, et libérer sa créativité. En fait, pourquoi je vous dis que je comprends très bien ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que on ne peut pas être créatif sous la contrainte. Si vous voulez par exemple trouver un nom de domaine, un nom de produit, une idée de produit ou n'importe quoi, vous vous rendez compte en fait que ça va pas être souvent en étant devant votre bureau, devant votre cahier, en disant tiens mais faut que j'arrive absolument à sortir cette putain d'idée, faut que je trouve une idée, etc. Non, vous allez plutôt dire oh, faut que je trouve vraiment cette idée. Puis voilà, vous aurez noté des trucs sur votre cahier, sur des trucs que vous aurez cherché sur internet, enfin je ne sais quoi. Et puis en fait vous allez après rentrer chez vous, vous allez vous coucher, et puis dans le lendemain matin, ou dans la soirée, ou dans la nuit, vous allez voir un truc qui vous dit oh putain j'ai trouvé, et vous allez noter sur votre cahier, vous êtes dans la douche, vous dites ah ouais tiens j'ai une super idée, vous êtes dans les transports, etc. Et en fait c'est ça en fait la créativité qui arrive souvent. En fait quand on n'y pense pas, parce qu'en fait notre cerveau mine de rien, même si vous vous rendez pas compte, quand vous êtes conditionné un jour avant ou 2 heures avant ou 3 heures avant, en fait lui il a toujours l'idée en tête, et puis ça travaille pendant en fait que vous êtes
en train de vous reposer, en train de dormir, en train de faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la créativité, et même quelques-unes de mes meilleures idées arrivent comme ça quand je suis dans la rue, quand je suis en balade, quand je fais mes courses, ou quand je suis sous la douche, ou quand je suis en train de lire un bouquin, ou en train d'écouter de la musique. Je me dis, ah ouais, putain, ouais, je pense à une super idée. Et en fait, ça c'est vraiment important, parce qu'en fait, se dégourdir les jambes, être un petit peu en dehors du contexte, permet vraiment de libérer sa créativité. Et c'est pour ça que je comprends justement la répartition d'Amélie, en disant voilà, je passe 3 jours plein à la peinture, parce que il faut un peu de temps pour sortir du quotidien. À chaque fois, en fait, moi, qu'on me demande, tiens, fais du brainstorming, on va faire une session, on va se prendre 1 heure et dans une salle, et on va essayer de trouver un nom de produit ou des idées pour booster un business. Je dis, mais ça, c'est complètement débile. En étant sous contrainte, en étant 1 heure comme ça, on va jamais réussir à sortir des vraies idées qui vont en fait être originales. On va rester encore dans le train-train, parce que tout simplement, votre cerveau va rester en fait dans le quotidien, même si vous ne vous en rendez pas compte, il reste encore dans ok, d'accord, on est dans la réunion brainstorming pour trouver des idées pour ceci, cela, mais inconsciemment il est en train de déjà à penser à la réunion que vous allez avoir d'après, ou alors vous dire oh non mais ok d'accord, mais là il faut que j'aille après ce truc là, il faut que je fasse un document, il faut que j'envoie un devis, il faut que j'envoie ceci, cela, et en fait votre cerveau il n'est pas libre à penser à ce truc là, il est en train de penser déjà à ce qu'il va faire après. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire un brainstorming, moi j'utilise 2 méthodes. La première, en fait, c'est demander aux gens de travailler de leur côté avant. Et ça, c'est essentiel. Si vous avez des gens qui viennent en touriste les mains dans les poches, à moins qu'ils soient hyper créatifs, dites-leur non, mais laisse tomber, ne viens pas. Ou plutôt, vous n'allez pas dire ça, vous allez plutôt leur dire est-ce que tu pourrais travailler en amont sur quelques idées? Est-ce que tu peux venir avec 3 idées? Est-ce que tu peux venir avec 2 idées? Etc. C'est super important parce que autrement, en fait, moi je rends compte, on n'arrive pas en fait à démultiplier sa créativité en très peu de temps en accumulant les personnes. C'est-à-dire que si vous êtes 3 personnes, vous n'allez pas avoir 3 fois plus de créativité que si vous êtes tout seul de votre côté. En brainstorming, c'est comme ça. Il vaut mieux en fait que les gens travaillent de leur côté pendant 1 heure ou 2, ils arrivent avec des idées, et à partir de ce canevas d'idées, on va pouvoir en générer d'autres. Mais il ne faut pas que les gens arrivent les mains dans les poches en disant bon alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on passe au moins une bonne partie de la réunion à réfléchir, à machin, etc. Puis ensuite, on a 2-3 idées un peu pourraves, et puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Il faut toujours imposer aux personnes de venir lors de la réunion, brainstorming, nom de produit, idées, business, machin, etc., avec déjà des idées qu'ils aient réfléchi de leur côté. Et ça, c'est efficace. La deuxième chose, si vous voulez véritablement de la créativité, vous voulez quelque chose d'original, il faut au minimum réserver une après-midi. Et quand je dis une après-midi, c'est vraiment le strict minimum. Je vous conseille plutôt de réserver une journée complète ou une après-midi et une soirée. Une soirée ou une matinée et un déjeuner. C'est comme ça en fait que vous arrivez à avoir de la créativité, parce qu'en fait au bout de 2-3 heures où les gens sont plus dans le train-train quotidien, c'est là qu'en fait que le cerveau, tac, il relâche, et il pense plus à son quotidien, et il va commencer à sortir du quotidien. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous faites pas autrement, si vous faites autrement, vous n'y arriverez pas en fait. Je vous le dis, ça fait 20 ans que je fais des brainstorming, ça fait 20 ans en fait que je trouve des idées originales, et c'est grâce à ça que je le fais, grâce à ces méthodes qui sont simples et qui permettent de donner des résultats concrets. Alors après, il y en a plein d'autres de méthodes de créativité, je ne vous donnerai pas tout aujourd'hui, mais voilà. Donc autrement, Amélie nous donne aussi 5 pratiques pour utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître en tant que peintre. Elle rappelle un petit peu ce que moi j'avais déjà dit précédemment. Auparavant, en fait, c'est vrai que l'artiste était un petit peu isolé devant sa toile, dans son atelier. Maintenant, en fait, il peut être connecté à d'autres personnes. Donc en fait, c'est important que Internet soit un lieu d'échange et de communication. Les groupes Facebook, comme je le disais, les rencontres physiques, les meet-up, vous avez beaucoup de meet-up aussi qui existent, meetup.com. Donc vraiment c'est important de pouvoir communiquer auprès des écrans, parce qu'en fait vous pouvez comme ça échanger avec vos pairs, vous pouvez échanger avec des pairs, pas votre papa, avec vos pairs, avec des gens que vous qui sont dans la même situation que vous, partager de bonnes pratiques, et chose étonnante en fait, mais qu'on compare tout le temps, c'est qu'en fait les hommes, les êtres humains sont altruistes. Par défaut en fait, il y a eu plein d'études qui ont été faites, l'être humain est fait pour donner. Si vous regardez en fait des petits enfants qui savent à peine parler, à peine marcher, etc., en fait ils ont été éduqués
pour être naturellement altruiste et donner des choses. C'est le phénomène de réciprocité, le fait que pour réussir dans le monde depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, l'être humain a réussi en travaillant en groupe, en s'aidant. Et donc en fait c'est inscrit dans nos gènes d'aider les autres. Alors bien sûr, si vous suivez un petit peu les cours de psychologie, les reportages sur la psychologie de documentaires, vous savez que l'on peut changer ça. Si en fait il y a un certain nombre de contextes, l'être humain peut ne pas être altruiste, mais de manière un petit peu naturelle, notre société l'imposant, on est quand même plutôt altruiste, et donc sur les groupes et les rencontres physiques, vous pouvez avoir énormément de choses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça c'est comme je disais, se informer, c'est quelque chose qui est important, et les groupes sont vraiment essentiels pour ça. Moi, j'anime un groupe qui s'appelle les Community Managers francophones. Vous tapez dans Facebook Community Manager francophone. Vous verrez que ce groupe-là, en fait, est un excellent endroit pour trouver des idées sur les médias sociaux. Donc moi, j'y pose très rarement des questions, mais je le fais de temps en temps. Et là, j'en ai fait un, par exemple, hier soir, sur les apps pour faire des stories sur Instagram, sur Facebook. Alors que bon, j'y connais quand même pas mal, mais je me dis, j'ai pas le monopole des bonnes idées. Et comme ça, j'ai récupéré des petites idées de choses que je pourrais faire. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc, en fait, ça permet comme ça de partager les choses, partager des bonnes pratiques et des bonnes expériences. Donc si on revient à la question que j'ai posée à Amélie, c'est 5 bonnes pratiques justement pour utiliser des réseaux sociaux pour se faire connaître quand on est peintre. La première en fait qu'elle m'a dit, c'est soigner la communication et publier régulièrement et varier les infos, photos, vidéos, actualités. Elle rappelle que ce qui marche le mieux, en fait, c'est tout ce qui est selfie, les photos de l'atelier, les photos plein écran des tableaux, c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Ensuite, le format snackable, facile à utiliser, image, vidéo, c'est top. La vidéo, pour elle, est vraiment en train de devenir un must, et c'est vrai que je suis d'accord avec elle. La vidéo est vraiment très sympa. D'ailleurs, elle montre un exemple de vidéo qu'elle a réalisé avec un simple smartphone, qui est assez sympa, où elle montre ses toiles. Elle utilise également des outils de montage pour faire des vidéos en close-up sur certaines toiles qui sont très très jolies. Elle a fait un exemple sur Kurt Cobain. Elle a aussi une vidéo sur Lady Gaga, des tableaux qu'elle a fait, donc vraiment sympa. Donc en fait il ne faut pas hésiter à prendre son petit téléphone. Il n'y a pas besoin d'avoir un caméscope, il n'y a pas besoin d'avoir un réflexe, il n'y a pas besoin d'avoir un appareil photo numérique de malade. En fait vous pouvez l'utiliser avec votre smartphone et faire quelque chose déjà de très sympa. Et ensuite vous avez des outils de montage vidéo. Moi par exemple j'utilise Animoto, j'utilise également Adobe Spark, qui sont des trucs assez sympas, et après vous avez plein d'applications. Ça c'est des outils plutôt Windows, des apps mobiles, vous en avez d'autres aussi. Voilà. Les Adobe Spark et Animoto, comme je vous disais, sont des outils qu'on va plutôt utiliser pour faire pour récupérer des photos, récupérer des vidéos et faire une petite animation qui peut être un peu sympa. Voilà. Alors, concernant les textes, ce que remarque Amélie, c'est que souvent les textes courts, moins de 100 mots, marchent le mieux avec tout ce qui est un texte un peu enthousiaste, motivant et qui va intéresser les fans, sachant qu'il faut mieux éviter la polémique, les messages rageurs, etc. Au niveau du timing, pour elle, comme pour moi d'ailleurs dans le marketing, le samedi une journée calme, samedi dimanche c'est une journée calme, c'est samedi qui est pire pour moi, parce que c'est pas du tout B2B, c'est pas du tout marketing. De son côté, elle, c'est les lundis et les jeudis qui fonctionnent bien, qui sont des dates un peu classiques, puisque le mercredi, généralement, un jour des enfants, le vendredi, les gens sont parfois en RTT ou pensent déjà à boucler leur week-end. Et au niveau du timing, elle indique 7h, 9h et 12h, 15h, et après 19h. Moi, j'ai des timings un petit peu différents sur mon blog et sur les pages Facebook, mais bon, voilà, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Ce qui est également intéressant, et ce qui est important, c'est d'interagir avec ses communautés et ses abonnés, avec des stories, des commentaires, des questions, des avis, des jeux concours. Ça, c'est vraiment important, et c'est vrai que moi, je le fais régulièrement. Ça permet en fait de pas juste publier un article de blog, mais vraiment de faire interagir, montrer aux gens qu'on est... qu'on pense à eux, poser des questions, comme je disais, quel est le meilleur outil pour faire cela, j'ai un choix entre 2 visuels de produits, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Donc utilisez également la programmation des publications pour optimiser votre temps. C'est vrai que moi je fais assez peu sur Facebook, mais c'est vrai qu'on peut se dire tiens, je le publie demain matin à 7h.
pour avoir un maximum de vues par rapport à une publication, par exemple à 1h du matin, où forcément il n'y aura plus grand monde pour voir, et puis ensuite votre actu sera complètement invisible, parce qu'il y aura d'autres choses qui seront passées pendant la nuit et au matin. Elle recommande aussi d'utiliser les lives. Moi je le fais de plus en plus, utiliser un Facebook Live. Je n'hésite pas à faire des vidéos un petit peu à l'arrache, et me montrer devant mon écran, me montrer en fait avec un smartphone, parce que ça permet après de montrer un petit peu l'envers du décor et de montrer un peu comment ça se passe. Et même si c'est pas vraiment génial, faut pas hésiter à le faire. Amélie dit voilà, moi une de mes astuces, qu'est-ce que c'est tout simplement de supprimer le live au bout de quelques jours si j'en suis pas contente. Voilà. Amélie indique également qu'il est nécessaire aussi d'avoir un petit peu de visibilité. Alors moi, bien entendu, je vous conseille de temps en temps de faire des publicités Facebook, mais de manière hyper ciblée. Le boost en fait de publication, le problème c'est que c'est pas très ciblé. Vous allez booster un truc, vous savez même pas ce que vous allez faire. Il vaut mieux après plutôt travailler avec le gestionnaire de publicité de Facebook et vous dire voilà, tiens, j'ai une publication qui a bien marché. Une fois qu'elle a bien marché, à ce moment-là, vous allez l'utiliser et vous allez utiliser en fait le gestionnaire de publicité et vous allez choisir par exemple à qui vous allez l'afficher. Est-ce que cette super article, ce super truc, je vais l'afficher à mes clients dans le but de faire un upsell? Est-ce que je vais l'afficher à mes prospects, c'est-à-dire des gens que j'ai retargetés par exemple, ou est-ce que je vais l'afficher par exemple à des gens qui ne sont pas mes prospects, qui ne sont pas mes clients, qui sont en fait des gens totalement inconnus que j'ai repérés selon des cibles affinitaires. Par exemple, je veux cibler des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, je vais peut-être un peu cibler les gens qui sont fans de golf, qui sont fans de montres de luxe ou qui sont fans d'Audi par exemple. Et donc en fait voilà, après on peut cibler aussi de statut. Par exemple, on sait très bien que dès que vous avez des gamins, si vous avez une dizaine de gamins ou 3, 4, 5 gamins, vous n'allez pas forcément avoir un budget pour acheter des tableaux d'artistes. Donc dans ces cas-là, vous allez plutôt cibler les gens qui sont d'un âge un peu plus avancé, 40, 50 ans, une fois que les enfants ont déjà fait leurs études, et qui ont, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, si vous pouvez faire différents ciblages comme ça. Voilà. Donc une petite astuce aussi qu'a donné Amélie, c'est essayer de faire un effet waouh. Par exemple, en fait, à chaque fois qu'elle voit une toile, elle écrit une carte où elle dessine, qui est très jolie d'ailleurs. Elle écrit manuellement un petit texte avec une petite image, un petit truc qui est personnalisé avec le nom de la personne. Donc vraiment, c'est quelque chose qui permet de créer du lien et qui permet en fait de montrer en fait que c'est pas juste on vend un tableau, mais on pense à la personne, etc., etc. Et donc ça donne un effet qui est waouh, qui est vraiment important. Si on peut faire du one-to-one comme ça, il faut vraiment pas l'hésiter. Voilà. Une de mes dernières questions était de savoir comment on peut vendre plus via les réseaux sociaux et le web. Donc en fait, comme disait Émilie, il n'y a pas de recette miracle. Les ventes dépendent de la notoriété de l'artiste, de la communauté, de la communication, etc., etc., des prix proposés, de la période d'achat. Comme elle dit, Noël, c'est une bonne période pour les achats, la Saint-Valentin aussi, quand on vend des tableaux, des choses comme ça. Donc ce qu'elle conseille, c'est d'avoir au minimum une page Facebook pour montrer en fait ces infos. Il vaut mieux au moins avoir un blog. La page Facebook est pour montrer l'étoile, le processus de création, l'envers du décor, en fait pour faire du relationnel, montrer un peu ce qu'il y a derrière. Le site ou le blog est en plus formel et plus statique et en fait permettent de vendre. Donc Amélie est comme ça, a une page qui regroupe 10 000 fans et elle permet de garder contact avec ses partenaires, ses clients et de rester dans la mémoire de tout le monde. Elle conseille également d'avoir un catalogue de ses œuvres disponibles, photos nettes et lumineuses bien entendu, avec des liens par exemple Dropbox via un catalogue, un PDF par exemple, mais également être en ligne sur des plateformes spécialisées où il y a de l'art. Par exemple, sachiart.com où on peut vendre en fait ces étoiles et on s'adresse vraiment à des gens qui sont ciblés, qui ont un besoin. Voilà. On peut également partager ses actualités vers une page un petit peu actu. Par exemple, elle a montré en fait une vidéo de France 5, La Maison, que j'aime bien, ma question maison, où en fait tout simplement elle montre qu'elle est passée dans cette émission-là, on voit ses toiles, elle montre en fait dans quel magazine elle est passée. En fait, tout ça, ça va rassurer un petit peu les gens en disant ouais, je fais un investissement aussi quand j'achète une toile. Je ne vais pas acheter une toile à quelqu'un qui est totalement inconnu, mais quelque part c'est quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui a écrit, quelqu'un dont on parle dans les médias, et donc quelque part c'est un investissement financier. Voilà.
Inviter aussi ses clients par email, en fait, en tant qu'artiste, tout comme dans le web ou en tant que blogueur, etc. On voit bien une page Facebook, c'est sympa, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, de vente, si vous allez envoyer un email comme ça à votre base client. Par exemple, Amélie a envoyé juste là maintenant, au mois de mai, un système de vente privée avec des enchères qui débutaient à 1 euro. C'est des ventes privées VIP qui étaient réservées à une petite communauté avec vraiment des tarifs hyper préférentiels. Et grâce à ça, en fait, elle a réussi à vendre plusieurs dizaines de toiles, enfin pas plusieurs dizaines de toiles d'ailleurs, plusieurs toiles. Directement grâce à ça, en mettant, voilà, c'est une incentive, vous pouvez soit en fait faire une enchère, soit en fait si le tableau vous plaît tout de suite, vous pouvez l'acheter à un prix de réserve qui est immédiatement indiqué. Donc en fait c'est vraiment intéressant et ça permet tout de suite de générer de l'achat. Donc avoir comme ça une liste de clients, c'est essentiel. Par exemple, si vous allez sur le site d'Amélie, si vous voulez télécharger le catalogue de ces toiles, il faut donner son email. Si vous voulez être tenu au courant des actualités, vous devez donner votre email, etc., etc. Et après, en fait, il y a juste à mettre en place un système de newsletter. On envoie régulièrement des informations sur les nouvelles toiles, les nouveaux produits, les expositions, les passages TV, etc. Vous allez renforcer en fait ce lien avec vos clients et prospects. Voilà. Elle recommande également d'unifier les prix publics. Sur Internet, en fait, on voit bien qu'il y a des différences entre les prix galeries et les prix ateliers ou les prix autres. Donc, elle dit vraiment faites attention. Et c'est pour ça, en fait, que ces ventes privées sont accessibles uniquement par login mot de passe et accessibles uniquement à une petite poignée de clients. Voilà. Elle conseille également une chose qu'il faut toujours faire, quelle que soit l'activité, c'est partager les témoignages de clients heureux. Et c'est vrai qu'elle le met sur Facebook, si c'est un commentaire privé, et ça peut être sur le site internet si c'est un commentaire, quelqu'un qui accepte en fait que vous soyez, qu'elle soit citée, que vous puissiez le diffuser sur le web. Donc c'est toujours intéressant. Moi je le fais également. Quand j'ai un commentaire sur mon bouquin, le Growth Hacking, je le mets sur ma page Facebook, je le mets sur Twitter, et puis si je peux, je tag la personne. Je lui offre un petit cadeau quand elle fait un petit commentaire positif. Et c'est vrai que c'est toujours positif sur mon site internet également, dans tout ce qui est client. De temps en temps, je rajoute un petit témoignage, je rajoute un commentaire de gens qui sont contents. Ça permet en fait de crédibiliser un petit peu votre offre et dire ouais, ok, d'accord, il y a plein de gens qui sont contents. Voilà. Elle rappelle également qu'il est important d'avoir une plateforme de vente en ligne, comme par exemple Saatchi Art, encore une fois, qui permet en fait de se rapprocher des gens qui sont vraiment des acheteurs ou des gens qui sont collectionneurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, elle rappelle une dernière chose également, qui est importante, qui permettra de gagner pas mal d'argent lorsqu'on est en fait artiste peintre, c'est faire des artistes et des peintures ou des œuvres en fait sur demande, des œuvres personnalisées. Pour le cas en fait d'Amélie, c'est tout simplement, on lui envoie des photos et ensuite tout simplement, elle réalise un tableau qui est lié en fait à la personne, elle le met en situation, etc. Et donc Amélie a fait le portrait par exemple de ma fille avec son doudou Jojo, et en fait c'est vrai que c'est devenu une des peintures qu'elle préfère maintenant, et sur un pan de mur en fait maintenant, donc il y a la photo il y a le tableau qu'a fait Amélie, et juste en dessous ma fille en fait elle met ses propres œuvres entre guillemets, ses dessins qu'elle fait à l'école. Donc c'est assez intéressant, et vous voyez, ça crée du lien, ça crée de l'émotion. Voilà. Une des dernières questions, c'était quelles sont les erreurs les plus grandes à ne pas surtout produire quand on est artiste amateur et qu'on veut devenir professionnel. Tout simplement c'est être dans l'attente et ne pas passer à l'action. Donc voilà, c'est rester dans son coin et se dire je ferai ça plus tard. Il faut oser, il faut se lancer, etc. On veut lancer un site web, on veut lancer une page Facebook, on veut créer quelque chose, il faut le faire. Voilà. C'est vraiment important. Être défaitiste et tout le temps se plaindre, ça c'est vraiment très très dur, parce qu'en fait si on n'est jamais positif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on est dans une spirale négative, et après en fait ça donne pas envie aux autres de venir vers vous, et pour vous aussi vous n'êtes pas dans une spirale positive. Voilà. Elle déconseille aussi d'aller taper à la porte des galéristes et à l'improviste, son portfolio sous le bras. Comme il dit, c'est l'effet Belmondo. Non, il faut un petit peu préparer les choses. Par exemple, vous pouvez même utiliser LinkedIn pour contacter des gens qui sont galéristes et dire tiens, voilà, je vous ai vu sur LinkedIn, je sais que vous faites telle chose en tant qu'artiste, en tant que galériste, sur telle thématique. Si vous voulez, je pourrais vous présenter mes toiles. Voilà mon portfolio, etc. Voilà.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'isoler et éviter les rencontres autres artistes et se confronter à la réalité. Au contraire, il faut aller rencontrer les gens. Souvent, en fait, les partages sont très positifs, que l'on soit dans des rencontres physiques ou des rencontres virtuelles. Voilà. Elle rappelle qu'il ne faut pas oublier de faire des bons de dépôt lors d'une exposition, parce qu'en fait, il faut toujours essayer des traces écrites, si une toile qui est perdue, cassée, etc. etc. Et bien entendu, elle rappelle que artiste peintre, il faut déclarer si on fait un chiffre d'affaires minimum, parce qu'après, tout simplement, c'est un vrai business, quoi. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter le site d'Amélie. Alors Amélie, c'est AMILEE.fr. Donc c'est pas Émilie, c'est pas Amélie, mais c'est Amélie, donc AMYLEE.fr. Vous pourrez voir ces toiles et voir un petit peu ce qu'elle propose. Donc à la fois en termes de toiles, moi j'en ai acheté j'en ai une qui trône dans mon salon. Peut-être qu'il y en aura une deuxième dans quelques temps, on est en train de réfléchir. Et puis elle propose également pour les artistes peintres, les gens qui veulent se lancer en tant qu'artiste pro, elle propose donc bien sûr des rendez-vous en ligne où elle les coach pendant 30 minutes, 60 minutes, 2 heures sur certaines questions. Par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des problèmes avec l'argent, comme les blogueurs en fait. Ils n'arrivent pas à se vendre, ils n'arrivent pas à justifier le fait que leur toile valent cher, que leur temps valent cher, etc. etc. Voilà. Et donc n'hésitez pas, vous allez sur amélie.fr ou amélie.paris si vous voulez voir son portfolio. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour finir, juste un petit peu de projet pour Amélie. Je trouvais que c'était assez intéressant. Côté portfolio, en fait, elle va faire un peu plus de vidéos. Elle va faire des toiles pour les galeries. Elle va mettre un petit peu plus de YouTube parce que les réseaux sociaux, c'est sympa. Ça permet de créer du lien. Mais c'est vrai que YouTube également une plateforme qui est très, 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 très visible. Elle publie également régulièrement des articles sur son blog d'écriture, peut-être un livre blanc. Donc ça, c'est vraiment important parce que le guide gratuit d'e-book est un excellent moyen de récupérer les coordonnées des personnes sur Internet. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site conseilmarketing.com et voir l'article en entier, ou comme je vous disais, le blog d'Amélie, qui regorge de trucs et astuces pour les personnes qui veulent gagner de l'argent avec leur art, artistes, peintres, sculpteurs, etc., etc., ou vous pouvez voir son portfolio si vous souhaitez acheter une œuvre d'art. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.